Il y a une grosse personnalité publique qui était dans la crypto en secret. Le pire, c'est que cette personne critiquait les cryptos en 2019, mais là, un projet a trouvé l'adresse de son portefeuille. Elle possède plus de 2,8 millions de dollars en crypto. On va voir quelle est sa plus grosse position. L'autre élément assez surprenant, c'est que cette personne avait lancé une collection NFT avec laquelle elle s'était faite plus de 4 millions de dollars. Les gens font des bails en silence, ils déclarent pas trop, mais les choses se passent. On va aussi parler du bras de fer entre deux géants du paiement électronique. On va analyser leur stratégie pour conquérir l'écosystème blockchain. On va parler de ce gros projet crypto qui a manqué de respect à sa communauté. Frérot, laisse tomber, les gens étaient dégoûtés. Les VC, franchement, c'est vraiment des requins. On va terminer en parlant de volatilité Bitcoin et je vais te partager un graphique qui risque de te plaire, surtout si tu es là sur du long terme. Avant ça, frérot, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur laquelle je te partage chaque jour un condensé de l'actu crypto quotidienne et quelques petits signaux braco implicites. En fait, on essaye de lire entre les lignes. Et si tu es débutant, je vais bientôt sortir une formation 100% gratuite pour débuter en crypto. Donc, tu peux t'inscrire dès maintenant. Et enfin, frérot, maintenant tu connais, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Surtout que là, on est vraiment entre survivants. Merci à vous les refs. Premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc vous pouvez me contacter avec une adresse ERC20 par mail pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant tu connais, si tu connais pas, chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Tu ne devineras jamais qui était dans la crypto en secret. Le pire, c'est que cette personne avait déclaré en 2019 ne pas être fan du Bitcoin et des autres cryptos. Car selon elle, ces actifs crypto non régulés pouvaient faciliter le trafic de drogue et d'autres activités illicites. Mais là, Arkham a réussi à mettre la main sur son portefeuille crypto. On parle de Donald Trump. Et quand on se penche sur l'état de son portefeuille, on voit que sa plus grande position, c'est l'Ether. Il en possède plus de 1500. Et attention, c'est pas la première fois qu'on remarque un lien entre Donald Trump et les cryptos, ou du moins l'écosystème Web3. Car il avait, l'année dernière, il me semble, lancé une collection NFT qui lui avait généré plus de 4,8 millions de dollars. Donc on voit que le ref a bien retourné sa veste. Et l'autre élément très important qu'on va aussi suivre, surtout en 2024, c'est qu'en 2024, il y aura les prochaines élections présidentielles aux États-Unis et les cryptos font partie de l'agenda politique des candidats. Affaire à suivre. Maintenant, on va parler du bras de fer entre 2 géants du paiement électronique. On va commencer avec Mastercard. On voit que Mastercard est en train d'explorer le potentiel des CBDC. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est pertinent? On avait déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais pour petit rappel, il y a 93% des banques centrales qui ont des projets de CBDC et actuellement, il y en a 4 qui sont live. Et si on parcourt un peu l'écosystème des initiatives des banques centrales reliées au CBDC, on peut voir qu'en Angleterre, elles explorent la manière dont les API pourraient faciliter le paiement des CBDC de la part des investisseurs retail, donc des investisseurs particuliers. À Hong Kong, ils ont lancé un pilote sur l'interopérabilité des CBDC pour que ces CBDC puissent être compatibles sur plusieurs blockchains, qu'elles soient privées ou publiques. Au Brésil, là, on est plus sur du B2B parce qu'ils ont mis en place une plateforme dans l'écosystème des DLT qui se concentre sur le
paiement en gros. Donc les DLT, ce sont des technologies de registre distribué. Le seul élément essentiel à retenir, c'est qu'une blockchain est une DLT, mais toutes les DLT ne sont pas des blockchains. Et en fonction des besoins d'un projet ou d'une entreprise, elle va choisir d'émettre sa CBDC sur une DLT ou sur une blockchain. Mais si tu veux en savoir un peu plus sur la tokenisation, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur le sujet, le lien sera en description. Si on continue avec l'Australie, on voit que l'Australie explore les moyens dont les CBDC interopérables pourraient permettre aux commerçants d'accepter en fait les paiements en CBDC. Donc en gros, elles veulent permettre aux utilisateurs comme toi et moi de pouvoir payer en CBDC sur les commerces Web3. La dernière initiative mise en avant par Mastercard nous vient des États-Unis. On voit que là, ils explorent le potentiel des CBDC dans le cadre de la vente en gros. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de défis auxquels font face ces CBDC. Et si on veut les énumérer, il y a l'émission, parce que on peut les émettre sur une DLT ou sur une blockchain, et quand on parle de la blockchain, il y en a pléthore actuellement. La sécurité, parce que bien que les DLT et les blockchains se veulent être sécurisées, on voit qu'aujourd'hui elles sont encore vulnérables et que les hacks sont toujours présents. L'autre élément, c'est la confidentialité. Comment faire pour s'assurer que les transactions puissent être confidentielles, surtout quand on sait qu'une des caractéristiques principales des blockchains publiques est la transparence. L'autre défi concerne aussi l'interopérabilité, car comme on évolue dans un écosystème avec de plus en plus de blockchains, il faudrait que ces CBDC puissent être compatibles avec la plupart des blockchains qui sont sur le marché. L'autre point aussi qui est très important, c'est la compatibilité de ces CBDC avec les systèmes de paiement actuels. Parce que si on veut que les utilisateurs utilisent ces CBDC dans la vie réelle, il faut qu'elles puissent s'associer avec les solutions qui sont actuellement présentes, et le point le plus essentiel, c'est leur pertinence. Mon avis sur les CBDC ou MNBC en français, monnaie numérique de banque centrale, est bicéphale, dans le sens où je les vois en même temps comme une des plus grosses opportunités que la blockchain propose et en même temps une des plus grosses menaces. Car si je me positionne en tant qu'investisseur particulier, je vois les CBDC comme une atteinte à la confidentialité, à la vie privée et aux libertés, car ces CBDC vont permettre aux banques centrales d'avoir une mainmise et une plus grosse surveillance et contrôle sur la manière dont nous disposons de notre argent et dont nous souhaitons l'utiliser. En revanche, si je me positionne en tant qu'acteur institutionnel, quand je vois tous les problèmes auxquels je dois faire face si je veux faire un virement transfrontalier, les CBDC s'avèrent être une solution extrêmement pertinente, et je t'invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur le sujet si tu veux en savoir plus. Donc on voit que même si l'opportunité autour des CBDC est présente, on ne sait pas encore comment la saisir. C'est pour ça que Mastercard a eu l'idée de créer un CBDC Partner Programme dans lequel il a réuni des géants de l'industrie blockchain pour favoriser la collaboration avec les acteurs clés, stimuler l'innovation et trouver des moyens de saisir ces opportunités. Et parmi les acteurs que Mastercard a réunis, on peut voir des gens comme Consensus, mais aussi Ripple. Donc c'est une nouvelle qui va faire plaisir aux holders de Ripple. Maintenant, si on se dirige vers la concurrence, là on voit que Visa a une approche plutôt différente. Visa veut s'attaquer à un gros problème, celui des frais de gaz. Car tu sais que quand tu utilises la blockchain, pour effectuer un virement avec tes cryptos, tu dois payer des frais de gaz, et ceci diffère en fonction de la blockchain que tu utilises. Sur la blockchain Ethereum, tu vas devoir payer des frais en Ether. Mais si tu n'as pas d'Ether dans ton wallet, tu vas être confronté à un gros problème, car tu ne pourras pas finaliser cette transaction. Alors certes, tu pourrais t'envoyer des Ethers sur ton wallet, mais là ça rajoute une couche de complexité dans les transactions qu'on souhaite réaliser, et c'est ce problème que Visa veut résoudre. Et pour le faire, ils ont charbonné en interne et ils ont développé ce qu'ils appellent Paymaster. Donc pour faire simple, Paymaster, c'est un smart contract spécialisé qui pourra payer les frais de gaz à la place de l'utilisateur. Comment ça fonctionne? Ils ont fait un schéma pour expliquer le mode de fonctionnement. Donc là, c'est toi, tu as un portefeuille autodépositaire sur lequel tu as l'entière possession de tes fonds comme MetaMask. Tu as 1000 USDC sur ce portefeuille. Tu souhaites payer un commerçant $200 en USDC.
et tu as uniquement des USDC. Tu n'as pas la crypto qui va servir à payer les frais de transaction. Donc ce qui va se passer, c'est que quand tu vas choisir l'option Visa Card pour payer, leur processus de Paymaster va recevoir l'information et va pouvoir payer les frais de transaction à ta place pour que tu puisses effectuer le paiement sans même avoir la crypto nécessaire pour payer les frais de transaction. Donc c'est une initiative super intéressante, et ce que j'aime bien avec l'initiative de Visa, c'est que là ils veulent vraiment résoudre un problème que rencontrent les personnes qui évoluent dans un écosystème Web3, tandis que Mastercard est en train de vouloir explorer un moyen d'avoir une plus grosse mainmise sur les fonds de leurs utilisateurs. Parce qu'encore une fois, en tant qu'investisseur particulier, les CBDC sont selon moi une très très grosse menace. En tout cas, le point qui est positif, que ce soit pour Visa ou Mastercard, c'est qu'ils voient la pertinence de la blockchain et qu'ils veulent faire partie de cette industrie, donc on valide. Maintenant, on va rapidement revenir sur PayPal. PayPal qui avait lancé leur stablecoin la semaine dernière, là ils font face à quelques problèmes, car PayPal a dû poser les achats en crypto pour les investisseurs du Royaume-Uni de par le flou du cadre réglementaire. En tout cas, ce sont des problèmes reliés à la réglementation. En revanche, il y a une très très bonne nouvelle qui nous vient de PayPal. Ils ont conclu un partenariat avec Ledger. Donc désormais, les utilisateurs de Ledger et PayPal pourront acheter des cryptos sur PayPal et les recevoir directement sur leur cold wallet Ledger. Alors bien que je ne sois pas forcément fan de PayPal et je suis de moins en moins fan de Ledger, je trouve que c'est une initiative extrêmement pertinente, car pour petit rappel, PayPal c'est plus de 435 millions d'utilisateurs. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 435 millions d'utilisateurs qui vont non seulement acheter des cryptos, mais aussi être confrontés à la notion de cold wallet et apprendre à sécuriser leurs cryptos avec les cold wallets. Et peut-être que si elles commencent à apprécier l'utilisation des cryptos, elles vont se renseigner d'autant plus et vont progressivement se détacher des solutions centralisées comme PayPal pour embrasser pleinement l'écosystème Web3, et c'est ce que nous souhaitons. Donc nouvelle très très bullish. Et on voit que le cadre réglementaire est encore à être clarifié, et c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est un gros frein, c'est une grosse pierre d'achoppement à l'adoption massive. Parce qu'on a aussi une autre nouvelle qui nous vient de Coinbase. On a appris que Coinbase a suspendu le trading de plusieurs stablecoins pour les utilisateurs canadiens, toujours à cause du cadre réglementaire. Maintenant, parlons de ce gros projet qui a levé des fonds, sur lequel beaucoup étaient bullish, qui a littéralement manqué de respect à sa communauté. Il s'agit du projet SEI, et là on va parler airdrop. Parce que tu sais que généralement quand un projet se lance, enfin pas généralement, mais certains projets ont pour coutume de réaliser un airdrop quand ils lancent une blockchain pour booster aussi l'activité et remercier les personnes qui les ont aidés à tester le réseau quand il était encore en version test. Avec Arbitrum, on a eu un bel airdrop, pareil pour Aptos, et on s'attendait aussi à avoir un airdrop assez intéressant avec SEI, et quand l'airdrop est tombé, c'était la déception. Les plus chanceux ont pu avoir un airdrop qui s'élève à 2 chiffres, on va dire, donc c'était un gros manque de respect, pardon. Il y a plusieurs personnes qui ont exprimé leur indignement quant à ce airdrop qui était extrêmement maigre. L'autre point, c'est qu'à son lancement, le SEI a perdu 30%, mais bon, ça c'est normal, car quand une crypto devient accessible publiquement, elle a tendance à baisser. On va un peu regarder leur tokenomics, et d'ailleurs je t'invite à ajouter ce site dans tes favoris parce que c'est un site extrêmement pertinent pour regarder la manière dont les tokens sont distribués au sein des différents acteurs, et surtout pour regarder le calendrier de déblocage. Car tu sais que quand un projet se lance, s'il fait une vente privée, il y a des investisseurs qui ont pu se procurer le token avec des conditions très avantageuses et des prix très intéressants. En contrepartie, ces investisseurs vont voir leur token bloqué pendant une certaine période pour ne pas que dès que le token soit disponible au public, ils vendent parce qu'ils ont déjà réussi un multiple intéressant. Et là, si on regarde la location du SEI, on peut voir qu'il y a 23% qui est réservé à
l'écosystème, 20% aux investisseurs privés, donc qui ont pu recevoir des tokens à un prix très avantageux, 15% à la team. Bon, l'autre point le plus intéressant, c'est de voir comment les tokens vont être débloqués. Et là, on peut voir que jusqu'en 2029, il y aura quand même une forte inflation du C parce qu'il y a beaucoup de tokens qui vont être débloqués, que ce soit pour l'écosystème qui sont déjà en train d'être progressivement débloqués ou les investisseurs privés qui ont certes leurs tokens bloqués pendant un an, mais qui vont les retrouver à partir d'août 2024. Pourquoi c'est intéressant à suivre? Parce que généralement, si un investisseur a, je sais pas, fait un x100 sur son investissement, il est fort probable que dès qu'il retrouve l'accès à ces tokens, il les vende et fasse dumper le cours du marché. Là, on peut voir que le prochain déblocage va se dérouler le 14 septembre, dans 3 semaines. Et là, tu as plus de détails sur le calendrier des déblocages. Donc, c'est quelque chose à suivre, surtout sur les projets que tu suis. Faisons une petite pause pour parler des VC. Tu sais que ce sont des requins. Ils sont principalement là pour se faire de l'argent. Mais le pire, c'est que la plupart des VC n'utilisent même pas les applications Web3 dans leur vie quotidienne. Je suis pratiquement sûre qu'ils n'ont jamais utilisé les projets dans lesquels ils investissent. C'est pour ça qu'ils s'en foutent de savoir si le projet répond à un vrai besoin ou autre. S'ils sentent l'argent, s'ils sentent qu'il y a un potentiel x100, ils investissent. C'est pour ça qu'il faut se méfier, parce qu'il y a une infime partie de ces projets qui vont réussir à avoir un projet qui répond à un produit qui répond à une demande. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de projets qui sont fondés par les VC qui malheureusement meurent. Mais parmi les pépites, il y en a qui restent. C'est pour ça que j'aime quand même les analyser. On va terminer en parlant de Bitcoin et volatilité. Keiko a récemment partagé un graphique dans lequel il montrait qu'en fin juillet, début août 2023, le Bitcoin et l'Ether se sont avérés être moins volatiles que l'huile. C'est super intéressant. C'est d'autant plus intéressant que là, on a une autre analyse qui nous vient de CryptoCon qui nous montre que généralement, après chaque période de faible volatilité majeure du Bitcoin, se suit une période de hausse. Et là, sur ce graphique, on peut voir comment ça se matérialise. Par exemple, en 2013, faible volatilité, s'ensuit un bull run. Pareil pour 2016, 2017, 2019, pareil, 2020, pareil. Et là, on se situe ici. Donc, si on se réfère aux performances précédentes, ce qui pourrait arriver dans les prochains mois, voire années, serait une hausse. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Je te laisse faire tes propres conclusions quant à ce graphique, tout en se rappelant que les performances passées ne garantissent pas qu'elles vont se réaliser à l'avenir. Donc, quand on voit ça, on se dit « Ah, c'est cool, faible volatilité, on peut dormir sur nos deux oreilles en attendant une hausse future. » En fait, non, parce que le marché crypto est rempli d'imprévus et hier, frérot, la grosse dinguerie, les marchés ont connu un bain de sang. Le Bitcoin est passé sous les 26 000, l'Ether sous les 1700. Bon, là, ça a un peu remonté et on se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette dinguerie? Pourquoi toutes les cryptos perdent leur valeur? Le pire, c'est que il y a beaucoup de liquidations qui ont eu lieu. Il me semble qu'il y a plus d'1 milliard de liquidations et les liquidations reliées à ce crash étaient même supérieures des liquidations qu'on a pu voir après le crash d'FTX quand on prend uniquement les liquidations reliées au Bitcoin. Et parmi les potentielles causes de cette chute, il y a premièrement une nouvelle reliée à Elon Musk. En fait, on a appris que SpaceX, la société d'Elon Musk, aurait vendu pour 373 millions en Bitcoin fin 2022 et c'est une nouvelle qui a créé du FUD. L'autre nouvelle qui a potentiellement poussé les investisseurs à vendre, c'est qu'il y a un géant de l'immobilier chinois qui est en train de faire faillite, qui est en train de mettre la clé sous la porte. Et la chose qui était assez drôle, c'est que dans cette chute, on a eu une nouvelle bullish qui est apparue. Comme par hasard, coïncidence, je ne pense pas, à toi de me dire si tu crois au hasard ou pas, mais il y a une nouvelle comme quoi un insider aurait dit que la SEC pourrait potentiellement bientôt approuver les ETF Ether futurs. C'est une nouvelle qui veut tout et rien dire, mais bon, c'est un petit signe bullish pour l'approbation des ETF Ether futurs
et on a pu voir que dans sa chute, l'Ether a pu reprendre rapidement 10%. Donc c'est comme s'il y avait une maison qui était en train de brûler, tout le monde était en train de la fuir quand quelqu'un arrive et dit non c'est bon, le feu est fictif, vous pouvez revenir, et t'as une partie des gens qui reviennent vers la maison. C'est un peu le monde fabuleux et imprévisible des crypto-monnaies. Quand on dit que c'est les montagnes russes, on voit que c'est vraiment les montagnes russes. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. J'attends tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime pour t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.